Bonsoir à tous. Le 17 décembre 2014 restera une date historique, celle du rapprochement entre les États-Unis et Cuba, dont les relations étaient interrompues depuis plus d'un demi-siècle. Et le Vatican a eu un rôle discret mais décisif dans cette détente entre Washington et la Havane. Alors dans quel contexte intervient ce changement ? Quelle espérance pour les Cubains qui subissent un embargo commercial depuis 1962 ? Comment la diplomatie vaticane a-t-elle contribué à cette étape ? Et puis enfin, quel est le visage de cette église cubaine ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec notre invité, le père Jean-Pierre Borderon. Père, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fils de la Charité. Oui. Vous avez passé 20 ans à Cuba. Vous êtes revenu en 2003. Vous y êtes retourné brièvement en 2004. Et puis, donc là, vous y retournez quand même assez régulièrement. Tous les ans, tous les 2 ans. Voilà. Oui. Alors, vous y étiez justement en novembre, quelques semaines avant... oui, vraiment quelques semaines. Quelques semaines avant aussi cet événement-là. Avant d'y revenir... On va préciser, juste pour nos téléspectateurs, que Cuba est un État insulaire des Caraïbes, formé de l'île de Cuba et de quelques autres petites îles. Il est situé au sud de la côte est des États-Unis et à l'est du Mexique. Cuba compte environ 11 millions d'habitants, 3 millions qui sont dans la diaspora. Et donc vous avez passé de nombreuses années dans le diocèse de Holguín. On y reviendra, vous nous parlerez un petit peu du visage de cette église. Mais on va revenir effectivement à cette date du 17 décembre. Pour rappel, le président Obama, depuis les États-Unis, et Raúl Castro, depuis Cuba, ont simultanément annoncé dans un discours public le rétablissement de relations diplomatiques entre les deux pays. Alors, première réaction pour vous quand vous avez appris cette nouvelle ? J'ai été content. Surpris ? Parce que, un peu. On aurait aimé que ça se fasse depuis très 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 longtemps. On en parlait plus ou moins, mais c'était quand même très compliqué. Et donc là, c'est arrivé, oui, vraiment un peu comme une surprise. Un petit cadeau de Noël. Et un scénario prévisible, mais compliqué, comme vous le dites. Oui, disons que c'est une première porte qui s'entrouvre. Maintenant, ça ne sera pas simple quand même de résoudre un bon nombre de problèmes qu'il y a par derrière. Du côté des États-Unis, comment ils vont, eux, pouvoir... disons, investir dans l'île, que les touristes américains puissent venir sans difficulté, que les Cubains américains puissent aussi venir sans difficulté, qu'ils puissent investir aussi dans l'île. Donc il y a tout un tas de problèmes à ce niveau-là. Et de l'autre côté, d'après ce que j'ai senti plus encore à la dernière fois, il y a beaucoup de gens qui ont envie de partir parce qu'ils se rendent compte que dans l'île, il n'y a pas de futur, spécialement pour les enfants et les jeunes. Donc il y a beaucoup de jeunes qui, d'une façon ou d'une autre, essaient de s'en aller. Il y en a même encore qui s'en vont clandestinement, alors que les États-Unis ont un quota comme tous les autres pays. Et théoriquement, il y a 20 000 qui peuvent avoir un visa régulièrement, tous les ans, pour passer aux États-Unis. Et puis après, il y a le regroupement familial qui peut jouer aussi. Vous parliez de cette difficulté pour les jeunes d'envisager un avenir. Cet embargo qui est en vigueur depuis plus de 50 ans, finalement, quelle est sa réalité aujourd'hui ? Disons que pendant très longtemps, il a été contourné parce qu'il y avait les Soviétiques. Mais ça... Donc les Soviétiques qui fournissaient... C'était disons, de la nourriture, à presque 100%, oui. Jusqu'en 92, quand l'Union soviétique s'est terminée. Après, il y a eu la période très très dure de 92-94, qui était là, vraiment, on était au-dessous du dessous, parce que rien n'avait été prévu, c'était venu un peu rapidement. Et puis, à partir de 94, il y a eu possibilité d'utiliser du dollar, il y a eu déjà un petit peu de l'économie qui s'est ouverte. Et donc, il y a eu des choses qui sont venues. Mais c'est une île. Alors, c'est très, très compliqué. Il arrive un bateau de crème dentale, et ça sera pour tout le pays, mais c'est pour les 6 mois qui viennent. Donc, pour équilibrer toutes ces affaires-là, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord, donc ça d'autant plus que tout était encore complètement entre les mains du gouvernement et contrôlé. Et précisons d'ailleurs quand même, pour cette levée d'embargo, finalement, rien n'est fait, et il faut encore que le Congrès américain vote cela. Donc, c'est pas fait encore. Mais en tout cas, finalement,
les Cubains se sont habitués à cette situation qui leur était imposée et c'est devenu un peu un système D de vivre à Cuba? Alors, le système D, oui, ça existe dans la mesure où aussi les salaires n'étant vraiment pas très élevés, tout le monde est obligé de trouver des petits trucs pour compléter, pour réussir à au moins survivre, parfois vivre. Alors maintenant, c'est beaucoup plus compliqué parce que avec l'afflux des touristes, il y a quand même 2 millions de touristes qui arrivent à Cuba. Certains sont liés directement ou indirectement à la population. Il y a des petits restaurants qui sont ouverts. Il y a des gens qui reçoivent des touristes chez eux. Il y a des chambres d'hôtes. Donc il y a aussi des artistes ou des petits artisans qui font un certain nombre d'objets qui peuvent être vendus. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un circuit qui peut être un petit peu alimenté, et surtout ce qui arrive de l'extérieur au point de vue argent pour les familles qui sont à l'intérieur. D'accord, qui est la première ressource, cet oui, argent des exilés. C'est la première ressource du pays. Alors en tout cas, comment ont réagi les Cubains à cette annonce du 17 décembre? Eh bien, nous avons posé la question à Monseigneur Luis del Castillo, évêque émérite de Melo en Uruguay. Il vit désormais à Cuba. Nous l'avons eu par téléphone. On l'écoute. Pour l'ensemble des Cubains, c'est une petite lumière à la fin du tunnel d'une situation qui a déclenché dans les années 90, quand l'Union soviétique disparut. Et il y a eu au moins une dizaine d'années de grandes difficultés économiques, même pour la nourriture. Et maintenant, avec les difficultés économiques du Venezuela, on s'attendait à une situation semblable. Maintenant, avec cette possibilité de renouveau des relations avec les États-Unis, il y a un espoir d'ouverture économique, d'appui, parce que les familles qui habitent les États-Unis et envoient un appui économique mensuel à leur famille à Cuba, pouvons augmenter de 250 $ à 2000, et cet appui sera non seulement utile pour la vie ordinaire, mais aussi pour des petites entreprises. Alors voilà, on entend un petit peu l'écho des résonances que ça pourrait avoir, financières aussi pour les Cubains. Mais on va revenir aussi un petit peu à la réaction des gens, tout simplement, spontanément. Vous avez eu des échos depuis? Oui, j'ai reçu quelques mails de gens qui se réjouissaient que ce soit passé. D'accord. Chrétiens également? Chrétiens, oui. En fait, mes relations sont presque uniquement avec des chrétiens. Et avec à la fois un petit peu un point d'interrogation pour l'avenir, parce que personne ne sait exactement comment ça va se passer, comment ça peut avancer. Ça reste quand même un petit peu une interrogation. Bien sûr. Est-ce que ça sert les intérêts de tous, ce dégel? Parce qu'on a vu des exilés cubains manifester aux États-Unis leur mécontentement. Oui, alors ça, c'est un autre type de problème que les États-Unis et peut-être Cuba vont avoir à résoudre, parce que surtout les premières vagues d'émigration, disons les 10 ou 15 ou 20 premières années, c'était des gens qui étaient vraiment des exilés de type politique. Voilà, des dissidents. Ils partaient parce qu'ils ne voulaient plus vivre dans ce régime, etc., qu'ils en avaient marre, etc. Depuis, disons, au moins 20 ans, peut-être plus maintenant, il y a un certain nombre de gens qui sont beaucoup plus des exilés de type économique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre dans le pays, nos enfants n'auront pas la possibilité d'avoir un bon métier, de se débrouiller, donc on part pour assurer aussi l'avenir des enfants. D'accord. Alors, ce qui veut dire qu'il y a le groupe, j'irais presque des fanatiques, anti-Castro, et qui, eux, ce qui les intéresse, c'est que le régime tombe. Donc ils ne voient pas forcément ça d'un bon œil, ce qui se passe là. Et très peu souvent, ces gens-là, moi ça me pose quand même question aussi, ne parlent jamais de la population cubaine et de ses souffrances. Ce qui les intéresse, c'est de faire tomber Castro. Point. Alors, aux États-Unis, surtout autour de Miami, il y a un certain nombre de gens qui vivent de ça, parce qu'ils sont payés pour ça. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont responsables d'une radio qui est une radio anti-cubaine, des gens qui ont des groupes qui continuent à s'organiser pour dire qu'il faut qu'on fasse des choses contre. Enfin, il y a tout un tas de mouvements là-dedans qui est la chose normale d'exilés qui veulent revenir dans le pays, finalement, pour prendre le pouvoir à la place de l'autre. Alors ça, c'est compliqué. Et à Cuba même, il y a eu des réactions aussi mitigées ou pas ? Je n'ai pas entendu dire trop. Non. Je pense que la population a plutôt senti un gros soulagement. Après, faut voir comment ça va évoluer. Alors, on a beaucoup parlé du rôle qu'aurait eu le pape François dans ce dossier, et ce fut du jamais vu. Le Vatican a été remercié simultanément dans les discours publics du président Raúl Castro et celui de Barack Obama. On écoute justement les propos du président américain. Pour tous ceux qui ont soutenu ces mesures, je vous remercie d'avoir été des partenaires dans nos efforts. Je veux en particulier remercier Sa Sainteté le pape François, dont l'exemple moral nous montre l'importance de rechercher un monde tel qu'il devrait être, plutôt que de se contenter du monde tel qu'il est. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette action de l'Église dans ce processus ? On a vu peu d'éléments circuler. Alors moi, je ne suis pas dans la diplomatie vaticane. Mais c'est vrai que la diplomatie du Vatican a fait des tas de choses qui ne se savent pas toujours. C'est pas par en dessous, mais c'est dans des cercles diplomatiques. Et je pense que là, le pape, qui est latino-américain, qui connaissait bien la situation et les situations, il est ami aussi du cardinal de la Havane. Ortega, parce qu'ils avaient travaillé ensemble au CELAM. Donc, je pense qu'il a voulu quand même que ce problème-là avance. Parce que c'est le fait de l'embargo et de l'isolement de Cuba sur l'Amérique latine indirectement à cause des États-Unis, ça crée tout un climat qui est pas très sain, disons, pour l'ensemble des pays d'Amérique latine, qui, eux, souhaitent que Cuba devienne un pays comme les autres et pas un pays un peu pestiféré quand même. Isolé. En tout cas, en 2010, et on va évoquer un petit peu la question des liens entre cette Église cubaine et l'État. L'Église, elle a, à l'initiative du cardinal Ortega, ouvert des négociations avec le président cubain, qui ont d'ailleurs conduit à la libération à l'exil de plusieurs prisonniers. Dans le fond, comment est-ce qu'ils évoluent, ces liens entre Église et État ? Disons qu'il y a toujours eu des liens. L'Église cubaine catholique est quand même une entité importante, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, avec l'appui du Vatican. Les premières années, il y a eu un nonce qui a été aussi un intermédiaire pour un certain nombre de choses. C'était plus ou moins un ami de Fidel Castro. Il a pu faire rentrer quelques prêtres dans l'île. Enfin, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées. Et depuis, la conférence épiscopale cubaine avait toujours des relations avec le gouvernement pour tout un tas de raisons. Alors, il y a des moments où c'était plus chaud, d'autres moments où c'était plus calme. Ça dépendait un petit peu des situations et des évolutions politiques. Mais il y a toujours eu des choses comme ça qui se sont passées. Et les dialogues, d'abord ça a été avec le ministre des cultes qui était Carneado, et puis maintenant c'est avec Caridad Diego, qui est une femme, mais qui est, c'est une femme intelligente. Et donc il y a des liens qui se passent, et les gens se connaissent parce qu'ils ont de fait des possibilités de se rencontrer et de dire ce qu'ils pensent. D'accord. Je crois que ça, c'est important aussi. Donc, une liberté de parole peut-être aussi qui s'est développée. Au moins à ce niveau-là, dans le cercle fermé, entre dirigeants et dirigeants. D'accord. En tout cas, les chrétiens, à la base, seraient un peu plus libres. C'est ce que nous dit Monseigneur Del Castillo. On va revenir sur cette question-là après. On l'écoute. Il y a un discours très significatif de Raúl Castro en 2011 critiquant une mesure prise par des responsables d'une entreprise d'État qui ont changé de poste une fonctionnaire qu'on a connue qu'elle allait dans une église évangélique et à cause de cela, elle a perdu son poste de travail. Le président Raúl Castro prend cet exemple pour dire ceci n'est pas acceptable et il faut absolument
respecter toutes les religions. Et cette manifestation très publique, parce que ça a été dans un discours à l'Assemblée nationale, fait officiellement un changement de relation pour l'ensemble des religions. C'est votre constat aussi, Père? Je ne sais pas comment vous avez vu les choses évoluer aussi. Je dirais que c'est pas... Il y a une certaine liberté de parole qui n'a pas été vraie pendant un bon temps. Les gens parlent plus librement. Le dégel se situe à quel moment? On a moins peur du voisin qui risquerait d'être l'oreille de la police. D'accord. Et ça, vous le situez quand dans la chronologie des événements, ce dégel? Il y a eu, la dernière fois que je suis passé, j'avais essayé d'expliquer ça sur toute l'évolution. C'est le voyage du pape, c'est le voyage du pape de 98? Avant, c'est en 83-84. Quand Fidel a reçu Frei Beto, il y a eu un premier livre où Fidel parlait de la religion, c'était Fidel et la religion. Donc, et puis il y a eu des évolutions à partir de là, avec des choses qui pouvaient se dire qu'avant on n'osait pas dire, même si on aurait pu, on n'osait pas. Parce qu'un des problèmes, c'est aussi souvent qu'on se rétracte plutôt que de s'avancer, parce qu'on a peur de recevoir un petit coup sur les doigts. Donc il y a de on la a plutôt tendance... Des réflexes aussi. Parce qu'on ne sait jamais trop bien qui, au moins à cette époque-là, maintenant c'est déjà un peu moins vrai, on parle beaucoup plus librement dans la rue. D'accord. En même temps, ce n'est pas simplement les chrétiens, D'accord. C'est dans la rue. L'expression. Est-ce que l'Église, elle peut tout dire? Les chrétiens peuvent tout dire? Vous parlez de cette liberté? Ça dépend ce qu'on veut dire, tout dire. Je pense qu'il y a des formes de critique ou de choses comme ça qu'il faut, même si on est à peu près sûr, on n'est pas obligé quand même de les mettre à jour parce que c'est difficile, c'est les problèmes de relations. Dans un État qui est quand même un État qui est le seul qui compte, le seul parti. Il n'y a pas de parti d'opposition, il n'y a pas de journaux d'opposition. Donc, il y a une seule voix. Donc ça, évidemment, ça influence l'état d'esprit. Qui n'est pas avec moi, qui n'est pas mon ami et mon ennemi. Il y a un petit peu ça quand même encore qui reste derrière depuis toute la période d'avant. En tout cas, le gouvernement, et on voit peut-être des petits pas qui s'accomplissent progressivement vis-à-vis de l'Église. Le gouvernement cubain, cette année, a déclaré officiellement le Vendredi Saint jour férié national. C'était à la demande, en fait, du pape Benoît XVI, lorsqu'il est venu à Cuba, en mars 2012. Donc ça, c'est quand même des petites étapes. Oui, alors il y a eu d'autres étapes avant. Par exemple, il y a eu un congrès, je ne sais plus trop, ça doit être en 91 ou 92, quelque chose comme ça, où le parti communiste cubain qui avant exprimait son athéisme d'une façon très virulente, et c'était idéologiquement très carré, a dit les chrétiens peuvent militer dans le parti communiste. Ce qui veut dire que même la réaction vis-à-vis de cette femme qui est chrétienne, ça rejoint un peu peut faire dire, faites attention, parce qu'il y a quand même des gens qui ont été formés avant et qui restent dans les boîtes. Et c'est difficile qu'ils en sortent. Donc il y a un petit peu de tout. Oui, les générations d'avant, qui ont été formées comme ça, à la soviétique. Voilà, c'est ça. Donc on n'est pas encore complètement dans un renouvellement de génération. Oui. On va parler maintenant du visage de cette Église, parce qu'évidemment, on le comprend bien, ça colore, ça influence la manière d'être chrétien, ce régime, est-ce que vivent les chrétiens là-bas, même si progressivement, vous nous le faites comprendre, il y a une certaine ouverture. D'abord, est-ce qu'il y a des vocations parmi les Cubains? Oui. Alors, il faut dire que depuis 1970, il y a un séminaire qui s'est rouvert à La Havane. Et donc, à partir de 1970, il y a eu de nouveau des prêtres ordonnés cubains. D'accord. En sachant qu'il y a quand même un certain nombre de ces prêtres-là qui ensuite sont sortis de l'île pour travailler en Espagne, aux États-Unis, la plupart d'entre eux, etc. Vous avez parlé, non pas de manière générale sur le pays, mais peut-être de votre périmètre, c'est-à-dire du diocèse d'Holguín. Que je connais mieux quand même. Voilà. Dites-nous un petit peu la vitalité aussi de l'Église dans ce diocèse. Je crois qu'il y a eu... la première grosse chose, ça a été à la fois l'ENEC, là, en 87, qui était la première conférence de l'Église cubaine. Et on était encore sous influence soviétique à l'époque, 87, c'était avant le mur de Berlin et toutes ces choses-là.
Et donc, il y a eu une orientation et une ouverture, et je pense que l'Église a dit, on est dans un régime tel qu'il est, mais notre travail, c'est quand même d'être missionnaire et d'être témoin. Alors ça a permis aux églises, qui avaient déjà préparé pendant 2 ou 3 ans ce congrès, de se remettre en route. Et je pense que ça a été un coup de génie. On a dit, la première missionnaire à Cuba, c'est la Vierge de la Charité. Et donc on a commencé à faire promener l'image de la Vierge de la Charité d'une paroisse à une autre. C'est là que le et culte ça a été, il y a eu un espèce de boom. Moi, je vois un tout petit pays, c'était Kakokoum. 5 personnes qui venaient à la messe. La Vierge est restée 3 jours, je pense. Oui. Et il y a eu les 6000 personnes du pays, ils sont passés. D'accord. Dites-nous un peu, pour nous donner un petit peu des précisions, on ne connaît pas forcément, nous, d'ici, cette Vierge de la Charité, quelle est son origine, rapidement? Alors, la Vierge de la Charité apparaît, pour dire apparaître, elle est trouvée. C'est une petite statue, probablement d'origine espagnole, qui était sur une tablette de bois et qui flottait sur les eaux. Et 2 Indiens et un petit noir esclave l'ont trouvé dans la baie de Nippé, c'est-à-dire où le diocèse d'Holguín, là. En 1612. Et, voilà. Et à partir de là, comme eux étaient dépendants des mines du Cobré, complètement au sud, à 130 ou 50 km, et qui fournissaient de la viande salée. C'est pour ça qu'ils ont été chercher du sel et ils ont trouvé sur la mer cette petite image. Elle s'est retrouvée au Cobré parce que les patrons des mines ont dit c'est à nous. Donc ils ont fait venir la Vierge là. Et aussitôt, desde Badaragua, qui est le premier lieu où la Vierge a été mise, à côté d'Holguín, jusqu'au Cobré, les braves gens ont commencé à venir et on a fait des pèlerinages, des rencontres, parce que c'était le peuple cubain qui l'avait reçu. D'accord. 2 Indiens et un Noir, c'était pas les conquérants, c'était pas les Espagnols, etc. C'était vraiment la Vierge qui était venue visiter le peuple. Et ça, ils l'ont senti très très fort. Alors, à l'occasion des 400 ans de la découverte de la Vierge de la Charité, les élèves de l'Institut supérieur d'art d'Holguín ont réalisé un documentaire, Père, que vous nous avez fourni. On y découvre le sanctuaire de Badaragua, où la Vierge fut vénérée pour la première fois. J'espère que je l'ai bien prononcé. Alors, que représente la patronne de Cuba dans le cœur des Cubains? Eh bien, on va écouter ce témoignage de Monseigneur Aranguren, qui est l'évêque d'Holguín, que vous connaissez également. On l'écoute. Il y a le drapeau, il y a le blason, il y a l'hymne. Mais pour un grand nombre de personnes, et pas seulement pour les chrétiens, ceux qui croient, l'image de la Vierge de la Charité, pour tout ce que sa présence a signifié dans notre histoire, fait immédiatement référence à Cuba, une référence positive, une référence d'union, de rassemblement, d'intégration, de famille. C'est pour cette raison, je crois, qu'il est important que, comme Cubains, nous ayons ce symbole qui nous rappelle qu'à l'intérieur de la mère patrie, nous avons aussi une mère spirituelle qui est la Vierge de la Charité. Une réaction, Père? Oui, ben il exprime bien. Moi, je crois que la Vierge de la Charité, même ceux qui se disent pas chrétiens, disent ça fait partie de notre identité. Lui, il le dit au début. Il y a l'écusson, il y a le drapeau et il y a la Vierge de la Charité pour dire on est cubain. 2 dernières questions. Père, est-ce que vous pensez, je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses avec ces évolutions et cette étape importante du 17 décembre, que ça va amorcer peut-être un jour la chute du castrisme, ou c'est difficile à dire? Ça, j'en sais rien. J'ai pas les cartes en main et j'ai pas le futur. J'en sais rien. De toute façon, il y aura des évolutions. Et la première évolution qui va se faire, qui est peut-être une révolution, c'est l'aspect économique. Parce que les 2 pays puissent de nouveau commercer va obligatoirement, à l'intérieur de Cuba, changer une donne économique dont elle a besoin, parce que l'île est quand même en mauvaise position. De là, comment ça a évolué, ça je ne sais pas. Difficile à dire. Très difficile. Quel est selon vous, Père, le défi pour l'avenir de l'Église de Cuba?
Il y a le fameux plan là qu'ils ont lancé, enfin c'est un plan après tout un tas d'autres, pour 5 ans. La conférence épiscopale. Oui, la conférence épiscopale, alors avec les laïcs, etc., on se rassemble. C'est une orientation missionnaire, une orientation de formation, une orientation sur les familles et les communautés chrétiennes, et une orientation vers doctrine sociale de l'Église, qui veut dire on est chrétien, mais on est dans la société, et on est témoin dans cette société, on a quelque chose à y faire. Et je crois que ça, c'est très important. Très bien. Merci beaucoup, Père Borderon, d'être venu nous apporter votre éclairage. Merci pour les images que vous nous avez également fournies. Et puis, vous retrouvez bien sûr cette émission sur notre site à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans, ktotv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.